Dans cette édition, nous vous raconterons l'histoire incroyable de cette bouée de signalisation canadienne qui a traversé l'Atlantique au gré des courants. Nous ferons un quart d'heure de lecture obligatoire, une pratique appliquée dans plusieurs collèges du Gard avec beaucoup de succès. Mais avant cela, enfourchons notre bicyclette et baladons-nous à travers les rues de Nice. Une balade qui prend parfois des allures de parcours du combattant, une situation que dénonce un collectif de cyclistes. Un rêve pour les vélos, la piste cyclable de la promenade des Anglais à Nice, sécurisée, en site propre et avec une signalétique bien visible. Même chose, avenue Félix-Faure, mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout, loin de là. J'utilise le vélo tous les jours pour aller travailler et celle-là est impeccable, mais les autres en ville, c'est un désastre. Les voitures sont garées dessus, personne ne respecte. Et puis elles ne sont pas clairement indiquées non plus. Celle-ci, par exemple, n'est pas un cas unique. Après avoir accompagné un temps la voie de bus, elle s'interrompt brutalement pour disparaître, carrément. Celle-là, pire encore, elle fait circuler le cycliste à contresens et sa signalétique est pour le moins confidentielle. Un état de fait qui a conduit à la création d'un collectif pour que le vélo à Nice puisse devenir un réel moyen de déplacement, adapté Nice au vélo plutôt que le contraire. Il y avait pas mal, je pense, à la base de pistes cyclables, mais qui se sont énormément dégradées, qui manquent tout simplement d'un coup de peinture pour être visibles pour nous, mais surtout pour les automobilistes. Pour que les cyclistes ne soient plus transparents pour les piétons et mal vus par les automobilistes, le collectif travaille à l'élaboration d'une carte interactive des points noirs à améliorer. En attendant, rendez-vous est donné pour une vélo-parade conviviale le dernier dimanche de chaque mois. 13h45, tous à vos bouquins, lisez. Dans ce collège du Gard, un quart d'heure de lecture obligatoire est imposé à tous les élèves avant la reprise des cours de l'après-midi. Un moment de calme qui favorise la concentration. La cloche vient de sonner, il est 13h45. L'heure pour les élèves du collège Théodore Monod de sortir un livre de leur cartable. Le temps suspend son vol pour faire place à 15 minutes de lecture. Tous les choix sont permis, sauf les journaux, les manuels scolaires et bien sûr les tablettes. On amène le livre qu'on veut ou sinon si on n'a pas amené de livre, y a les profs qui ont des livres à nous prêter. On profite du silence avant de se mettre au travail. Puis pour ceux qui sont du coup excités en rentrant, ça décalme et on arrive mieux à se concentrer sur le travail et on comprend mieux. Meilleure concentration des élèves, atmosphère propice aux apprentissages. En quelques mois, la pause lecture s'est imposée comme une évidence dans l'emploi du temps quotidien. Pour moi, c'est pas du temps perdu sur la matière, pas du tout. Pour moi, c'est de l'investissement. J'ai des élèves après qui sont prêts. C'est pas du tout une perte du temps. Moi, je pense que la lecture, c'est quelque chose d'important. J'aime lire, j'aime ce temps de lecture avec eux. C'est un temps de partage. Le rituel a été adopté par l'ensemble de la communauté éducative du collège. Un étage plus bas, le personnel de l'administration est lui aussi plongé dans les livres. Ça fait une coupure et puis bon, c'est un véritable plaisir. On part, on reprend, après on peut reprendre son travail dans de meilleures conditions, me semble-t-il. L'effet positif se répercute sur la fréquentation du CDI qui attire les foules. L'année dernière, les élèves empruntaient 6 ou 7 livres par an et on a plus que doublé aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui nous semble aussi intéressant pour la promotion de la lecture. Plusieurs collèges gardois ont déjà adopté la pause lecture au cœur de leur journée. Des écoles primaires pourraient aussi s'y mettre. C'est la bête noire des taupes. À bord de sa 2 chevaux et accompagné de son fidèle épagnol, Louis sillonne les routes béarnaises pour débarrasser particuliers et collectivités locales des indésirables. Rencontre avec ce personnage haut en couleur. On va sur un site de forage d'eau potable où il y a beaucoup de taupes et donc il ne faut pas utiliser de produits chimiques, donc on n'utilise que des pièges à l'ancienne. Louis Onsens est un vrai chasseur avec son épagnol et son attirail. Son gibier à lui, ce sont les taupes qui ravagent terrains et pelouses de l'agglomération paloise. Et hop, hop, hop. Là. C'est une toute petite taupe, une jeune. Mais là, il n'y en avait qu'une. Depuis l'autre terrain, elle est arrivée jusqu'ici. Et là, on l'a stoppée avant qu'elle aille plus loin. Sur ce terrain de champ captant d'eau potable, pas question d'utiliser de produits chimiques. Louis doit alors installer plusieurs pièges dans les taupières.
La taupe, quand elle passe dans la galerie, vous avez la galerie comme ça, quand la taupe passe dans bien le piège, et elle fait ça, tac, et elle est prise. Et là, voyez, là c'est très pris. Hein, elle meurt sur le coup, hein. Elle ne souffre pas. Hein. C'est surtout très écologique, très efficace, et c'est moins cher que l'ancien traitement. Louis est intarissable sur les taupes. Il connaît tout de leur vie, de leurs habitudes. Avec sa chienne Briska et son flair imparable, il gagne à tous les coups. Ce jour-là, 3 taupes sur 3 pièges. On voit bien les pattes avant qui sont 3 fois plus grandes que les pattes à arrière et qui ont des griffes très fortes. Elles sont un peu palmées. Depuis que je suis à la retraite, je m'ennuie un peu. Alors j'allais chez des amis pour le faire. J'allais un peu plus loin. Et un jour, ma femme s'est mise en colère. Elle m'a dit, où tu t'installes et tu te fais payer. Mais travailler pour rien, non. Peut-être avez-vous croisé Louis et sa 2 chevaux sur les routes béarnaises, à la chasse aux taupes, dès qu'on a besoin de lui. Nous refermons cette édition avec le voyage extraordinaire d'une bouée de signalisation. Lors d'une tempête en 2016, l'engin ancré au large des côtes canadiennes a rompu ses amarres avant de se retrouver plusieurs mois plus tard de l'autre côté de l'Atlantique. L'objet insolite, le voici. Ce sont les ultimes tours de clé à molette et coups de marteau pour enlever le mât de cette bouée de signalisation canadienne de 2,50 m de haut et lourde de 4 tonnes. Cyril Escoffier, capitaine de l'Estrée, l'a retrouvée lundi dans le pertuis d'Antioche. Elle a fait ni plus ni moins une traversée de l'Atlantique. Donc on s'est renseigné sur Internet. Donc elle appartient aux gardes-côtes canadiens. Elle a réussi à passer à la traversée sans se faire remarquer. Ouais. C'est surprenant. Même nous, on a du mal à comprendre. Et ça peut être dangereux, surtout pour les navires qui rentrent en collision. Grâce à ces incrustations Y16, les agents des phares et balises retrouvent son avis de disparition, rédigé en octobre 2016 au Canada. Une forte tempête l'aurait détaché de son ancrage. C'était de la chaîne de 35. Et là, on s'aperçoit qu'elle fait plus que à peine 15, quoi. Donc en dessous, ça a dû péter, ça a dû s'user encore plus. Et certainement que la chaîne a cassé. Les autorités canadiennes ont été prévenues, mais la bouée, usée, restera sûrement ici. Le coût de la faire revenir de l'autre côté de l'Atlantique serait assez élevé par rapport au coût d'acheter une nouvelle bouée. Donc c'est à voir avec les autorités, mais je pense que très certainement, certaines parties de la bouée partiront en déchets. Pendant plus d'1 an et demi, elle aura donc flotté au gré des courants, s'offrant un petit voyage du Canada à La Rochelle.